Bonjour, je suis Juliette Côté-Turcotte, puis aujourd'hui, je reçois Richard Dano, le président de Moisson Montréal, pour notre web-série sur les municipalités. Il va venir un peu nous discuter qu'est-ce que son organisme fait exactement, puis comment ça s'est développé, puis son expérience là-bas. Donc, je vais te laisser te présenter plus en détail. Davantage. Bonjour, merci. Je suis Richard Dano, je suis directeur général chez Moisson Montréal. Moisson Montréal, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Nous sommes un grossiste alimentaire. Notre mission chez Moisson, c'est de fournir une alimentation optimale aux organismes de quartier qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Fait qu'essentiellement, on est un organisme logistique. On récupère de la nourriture qu'on redonne aux organismes de quartier. OK. Donc, vous êtes beaucoup plus au niveau de la distribution, c'est ça? Vous n'agissez pas directement sur le terrain avec les organismes. Exactement. Comme on dirait en anglais, on fait du B2B, on fait du business to business. Nous, on donne aux organismes communautaires. Les organismes communautaires, quand ils acceptent de se joindre à la famille de Moisson Montréal, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous délèguent leur autorité d'aller solliciter des dons en denrées auprès des donateurs. Puis nous, c'est ça qu'on vend aux donateurs de denrées. On dit, si au Provigo, si vous nous donniez vos excédents de nourriture à nous, Moisson Montréal, on les redonnerait aux 300 organismes communautaires à Montréal qui sont accrédités, plutôt que de vous faire solliciter et déranger par 300 organismes communautaires différents. Fait que les organismes qui sont accrédités chez nous nous délèguent cette autorité-là, puis nous, on fait ça de façon très extensive. Pour la petite histoire, là, quand Moisson Montréal a commencé il y a au-dessus de 35 ans, là, les gens de Moisson Montréal se ramassaient au marché central avec les vieux organismes là, qui sont à Montréal depuis 100 ans, là, la Mission Bon Accueil, Jeunesse au Soleil, puis tous ces gens-là. Puis Legault, le fondateur, disait, on jouait du coude à savoir qui allait ramasser les belles tomates tous les matins. Puis Legault, qui était un gars qui avait une bonne perception, une bonne vision du développement social, il disait, c'est un peu nono qu'on soit ici à tous les matins, tous nous autres, à nous tirailler, à nous chamailler pour ramasser les restants alimentaires, alors que notre aide, elle est requise dans les quartiers. C'est dans les quartiers que la lutte contre la pauvreté se fait. C'est dans les quartiers que la lutte contre l'insécurité alimentaire se fait. Fait que ceux qui connaissaient Legault, ils disaient, ouais, ce serait une bonne idée qu'on mandate quelqu'un pour faire la collecte de la nourriture. Mais ceux qui connaissaient pas, parce que probablement que ça coûterait moins cher à tout le monde. Moins de temps aussi, moins d'énergie. Moins d'énergie. On peut se concentrer sur les personnes. D'intégration verticale. Alors que ceux qui connaissaient pas Legault, ils disaient, on sait bien, elle, c'est ton amie, tu vas lui donner une belle tomate, puis moi, tu me connais moins, tu vas me donner une vieille tomate molle. Fait que là, Legault, puis à mon sens, c'est ça qui a été son immense réalisation, c'est de convaincre les joueurs qui étaient en place à ce moment-là d'embarquer dans cette danse-là, d'embarquer dans cette coalition-là, où est-ce qu'on dit, on va se partager de façon équitable les denrées, puis de ce faisant, on va tous réduire nos frais fixes, on va tous réduire nos frais inhérents à la cueillette alimentaire. Fait que c'est comme ça que Moisson Montréal a commencé. Puis au fil des années, ça s'est développé. L'année passée, comme je disais tantôt, on redonne la nourriture à environ 300 organismes communautaires de quartier présentement. L'année passée, on a redonné 117 millions de dollars de nourriture aux organismes. Ça fait que là, les chiffres sont impressionnants. 21 millions de kilogrammes de nourriture qui serait allée à l'enfouissement terrestre si on les avait pas captés. Fait que, il n'y a pas un organisme à Montréal communautaire qui serait capable de recevoir des dons en grande quantité comme nous, on les reçoit. Parce qu'évidemment, on n'invite pas les gens à venir nous porter un 3 kg de farine. On court après les gros dons, on court après une palette de farine, on court après un troc de farine. Ça c'est intéressant parce que c'est plus facile de le diviser en 300 organismes qu'un simple sac. Fait que c'est un petit peu ce qu'on fait. Parfait. Puis vous disiez à la ville comment ça fonctionne. C'est quoi votre rapport avec la ville en ce moment, la ville de Montréal? Ben, la ville de Montréal, pour nous, c'est un bailleur de fonds. Comme une des caractéristiques des organismes communautaires, c'est qu'on est sans but lucratif là-bas. La grande majorité d'entre nous sommes des organismes sans but lucratif. Fait qu'à chaque année, on a l'immense plaisir de retrouver de l'argent pour payer les salaires de tout le monde. Fait que la ville fait partie de nos bailleurs de fonds. À Montréal, à Moisson Montréal, la ville doit financer à la hauteur de 2 ou 3 % de nos dépenses totales. Fait que 2-3 %, c'est pas un gros pourcentage, comme vous pouvez l'imaginer. Mais évidemment, quand on met ça en signe de dollars, là, ça fait quelques centaines de milliers de dollars par année. Puis ça, ben, c'est un gros chèque. Fait que toutes choses étant égales par ailleurs, fait que quelle est notre relation avec la Ville de Montréal? Ben, elle est comme avec l'ensemble des donateurs.
On a une relation très asymétrique avec les donateurs parce qu'on est là pour leur demander, pour leur convaincre qu'on fait de quoi de pertinent, pour les convaincre qu'on a de l'impact social avec ce qu'ils nous confient. Mais on n'a jamais de garantie pour le futur, on n'a jamais de garantie pour demain. D'ailleurs, c'est le plus grand enjeu dans un organisme comme le nôtre, c'est l'enjeu de la pérennité. Comment on va assurer ça dans le temps? Comment on va faire pour que dans 10 ans, la Banque alimentaire de Montréal, qui est la plus grande au Canada notamment, opère encore? Comment on peut placer ça? Fait que l'essence de notre relation avec la Ville de Montréal en est une de bénéficiaires, parce qu'on reçoit des fonds sur une base annuelle. Occasionnellement, il y a d'autres. La relation va évoluer à d'autres niveaux. Là, puis il y a un an, l'équipe en place ont brillé par leur réactivité, si je peux le dire comme ça. Là. Tu sais, quand l'état de crise sanitaire a été décrété, on a perdu du jour au lendemain tous nos bénévoles, qui étaient essentiellement des bénévoles corporatifs. Le monde n'allait plus travailler, il fallait qu'ils restent chez eux. Fait que du jour au lendemain, on n'avait plus de staff pour faire la job. Puis la Ville de Montréal a pris des ententes à ce moment-là avec ses syndicats. Puis ils nous ont fourni, pendant une période de transition qui s'est échelonnée sur de nombreuses semaines, sinon quelques mois, quelques dizaines d'employés qui sont venus faire la job. Ils se sont entendus entre eux autres. Puis du jour au lendemain, il est arrivé à 30, 40, 50 employés. Je me souviens plus du chiffre exact. Là. Fait que ça, c'est ce genre de relation-là qu'on a avec la Ville. La Ville, de façon sporadique, occasionnelle, parce que la Ville a des ressources. La Ville de Montréal, c'est une grosse affaire. Ils ont des ressources extraordinaires. Occasionnellement, ils vont venir à notre support. Présentement, on ne tente pas pour parler avec eux autres parce c'est le temps de l'année où est-ce qu'on revise toute notre gestion des risques. Là. Je ne veux pas vous embêter avec mes bebelles, là, mais dans le cas où on est à Dorval, nous, à côté de l'aéroport, dans le cas où un avion tombait sur le building, puis le building devenait inopérant, on a un plan de contingence pour assurer la continuité des services. Donc, ça prendrait des locaux. Si demain matin, le building devient inopérant, ça prend une place pour faire transiter la nourriture. Puis la Ville sera probablement en mesure de nous passer de façon temporaire quelques dizaines de mille pieds carrés ici et là pour faire la job. Fait que la Ville, à cause de ses immenses ressources, nous aide de cette façon-là. Maintenant, évidemment, la probabilité que ça arrive, qu'il y ait un avion qui tombe sur le building de Montréal, c'est très, très faible. Mais, ceci dit, c'est pas moins important pour rien, parce que si ça devait arriver, ou s'il devait avoir un feu majeur dans nos installations, comment on fait pour que les gens qui ont faim ne se ramassent pas le ventre creux, plus creux? Fait que c'est une relation comme ça. C'est une relation qui est très asymétrique parce que, techniquement, ils n'ont pas d'obligation envers nous autres. On a un congé de taxes de la Ville-Saint-Laurent. De la Ville-Saint-Laurent, nous, on a un congé partiel de taxes. Okay. Ça représente quelques dizaines de milliers de dollars, là, mais... Donc, elle vous supporte en vous donnant des ressources différentes au moment nécessaire pour vous permettre d'accomplir votre mission. Dans le fond. Oui, on peut dire ça. La Ville de Montréal fait aussi, par rapport à l'insécurité alimentaire, mettons qu'on voudrait être honnête, là, ou dire toute la vérité, la Ville de Montréal investit des ressources importantes dans le développement social. La Ville de Montréal fournit des ressources sur des plateformes de concertation ou dans des organismes de concertation, par exemple comme le Conseil SAM, qui est le Conseil des politiques alimentaires de Montréal. Où vous siégez, d'ailleurs, c'est ça que vous disiez, vous êtes aussi comme organisme en train d'essayer de trouver des solutions Exactement. Au problème de la faim. Donc, vous siégez également Moisson Montréal sur plusieurs comités et conseils Exactement. pour trouver des solutions à ce problème-là. À plus long terme, parce qu'on comprend bien là, qu'on ne réglera pas la faim avec de la nourriture. Là. On va soulager la faim avec de la nourriture, on va apaiser la faim avec de la nourriture, mais ça va durer 6 heures, 8 heures, puis dans 6 heures, c'est recommencé. La cause de la faim, c'est pas qu'il manque de denrées. Il y a des gens qui disent qu'il y a des déserts alimentaires. Là. Il n'y a pas personne qui meurt de faim au Québec, au Canada. Ça n'existe pas. Là. Il n'y a pas personne qui meurt de faim ici. Là. La nourriture, il y en a. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent pour s'acheter la nourriture qu'ils aimeraient consommer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent pour s'acheter de la nourriture qui est bonne pour la santé. Il y a des études, là, la santé publique pourrait vous enterrer d'études là, où est-ce qu'ils vont vous montrer des quartiers de Montréal qui sont défavorisés, puis l'offre alimentaire qui est disponible là, c'est de la restauration minute. Puis les fruits et légumes qui sont là, ils sont de piètre qualité, puis ils coûtent beaucoup plus cher qu'ils devraient coûter. Fait que ça, on peut appeler ça un désert alimentaire, mais si on voulait être très rigoureux sur l'utilisation des mots, c'est pas parce qu'il manque de la nourriture que les gens mangent pas, c'est parce que les gens n'ont pas d'argent pour s'acheter de la nourriture. Donc, c'est le problème de la pauvreté, dans le fond. C'est clairement ça. Les académiques parlent de défavorisation matérielle. Les gens qui souffrent qui sont affublés de défavorisation matérielle. Donc, ils n'ont pas beaucoup de revenus, puis ils n'ont pas d'actifs. Typiquement, les locataires par opposition aux propriétaires. Ceux autres qui, habituellement, vont être obligés de faire le sacrifice de sauter un repas
ou de manger des choses qui est leur deuxième choix, qui n'est pas leur préférence. Fait que la ville contribue à la grande problématique de l'insécurité alimentaire en travaillant en amont sur les causes. Mais c'est ça. Puis, ça nous arrive souvent. Moi, ça m'arrive souvent dans mes fonctions, là, parce qu'on est dans l'espace public une fois de temps en temps. Puis là, les journalistes vont nous dire au bout du micro, dites-nous en 10 secondes comment on peut régler la faim. Ben, malheureusement, je connais pas la réponse, puis 2, ça va prendre plus que 10 secondes, parce que ce qui est en arrière de la faim, comme vous dites, c'est la pauvreté, c'est la distribution de la richesse. Puis ça, c'est le modèle dans lequel on est. C'est les limites du modèle dans lequel on vit. Il y en a d'autres modèles sociaux qui ont été essayés ailleurs sur la planète, qui, à mon sens, n'ont pas mieux marché. Mais on est un petit peu dans les limites de notre modèle. Dans notre modèle, il fait en sorte qu'il y ait des écarts de distribution de richesse. Quand vous dites notre modèle, vous parlez du modèle socio-économique qu'on a? Oui, exactement. C'est ça qui arrive. Il y a des gens qui ont accès à moins d'argent que d'autres, puis ça amène toutes sortes de travers, toutes sortes de dysfonctions. Puis la faim, c'est une de ces dysfonctions-là. Puis, quand vous dites que la Ville de Montréal aide à régler ces problèmes-là, est-ce que vous sentez que le problème de la pauvreté est pris au sérieux à Montréal? Est-ce que c'est quelque chose qu'on comprend, surtout quand on parle de différence entre les quartiers? Parce que dépendamment où on habite à Montréal, on sent pas nécessairement cette pauvreté-là. Comme on dit, tu sais, au Québec, on a l'impression il y a personne qui meurt de faim, mais il y a des gens qui sont en situation de précarité économique. Puis, il y en a d'autres que non. C'est sûr qu'au Québec, on a une bonne classe moyenne quand même, mais il y a quand même des gens qui sont en situation de précarité. Puis, cette différence-là entre quartiers, puis comme on parle aussi du loyer, etc., toutes les choses qui viennent avec, est-ce que vous sentez que il y a assez de mesures qui sont mises en place pour venir contrer ce problème de la pauvreté à Montréal? Si j'étais responsable du développement social chez Centraide, j'aurais probablement une lecture beaucoup plus nuancée et riche de la situation. De mon siège, je serais embêté de répondre à ça. Je serais capable de témoigner sans gêne que nous constatons de nombreux efforts de l'équipe de la Ville à différentes interventions, que ce soit au niveau de l'insécurité alimentaire ou de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau de la lutte pour l'itinérance, que ce soit toutes sortes de volets, la protection, le succès scolaire, toutes ces choses-là. Il y a de nombreux axes du développement social qui sont portés par du monde très compétent à la Ville. Est-ce qu'ils obtiennent les résultats qu'ils devraient obtenir? Est-ce qu'ils obtiennent plus ou moins de résultats que ce qui est obtenu dans les autres grandes villes? Je ne serais pas en mesure de m'avancer le coup là-dessus, mais je sais, pour le voir, puis pour en être conscient, là, qu'il y a de nombreux efforts qui sont déployés. L'année passée, la Ville, là, dans le cadre de la pandémie, la crise de l'itinérance s'est vécue différemment, là, parce qu'il y a certains refuges qui étaient fermés ou qui ont baissé leur capacité. La Ville, très rapidement, ils ont avec l'aide de Centraide notamment, là, ils ont mis sur pied des espèces de centres de jour particuliers, ponctuels, pendant un certain temps. Moi, je me rappelle, je me suis fait appeler un dimanche matin là, par les gens de Centraide qui disaient « On est en train de regarder ça avec la Ville, êtes-vous capable de nous aider? » On dit « C'est sûr qu'on va vous aider. C'est sûr qu'on va vous aider parce qu'il y a un intérêt à le faire, puis parce qu'on ne peut pas laisser le monde sans manger. Le monde ne se laissera pas mourir de faim. Fait que c'est votre qualité de vie, c'est ma qualité de vie, c'est la sécurité dont nous bénéficions quand on se promène dans les rues et dans les ruelles de Montréal. On ne peut pas laisser le monde sans manger, surtout pas dans un contexte où il y en a de la nourriture. Ça n'a pas de sens. Fait que la Ville est très engagée, ils sont très réactifs, ils sont même probablement très proactifs à certains égards. L'adoption, la création du Conseil de politique alimentaire, le Conseil SAM, il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans de ça. Moi, je pense que ça en est un signe de la volonté des élus de vouloir aller par en avant. Est-ce que ça va assez vite? Probablement pas. Puis si je mangeais pas 3 fois par jour, probablement que je crierais au meurtre pour dire que ça ne va vraiment pas assez vite. Je fais partie des chanceux, je mange, comme vous le voyez, à ma faim. Mais je fais des farces, mais c'est des problèmes complexes. C'est des problèmes complexes aussi. On peut pas... ça se réglera pas en claquant des doigts. On changera pas tu sais, des fois, les gens nous disent est-ce que ça réglerait le problème que la Ville vous donne plus d'argent? Ben, moi, j'ai goût de dire avons-nous le goût, comme payeurs de taxes, de payer plus de taxes puis d'impôts? Parce que si on dit à nos gouvernements, donnez-nous plus d'argent, ben, la conséquence, c'est qu'ils vont augmenter nos impôts. C'est un service qu'on donne via votre organisation. Si on demande à l'État de prendre ça en charge, ben, il va falloir qu'on accepte de le financer. Puis là-dessus, moi, ma compréhension, c'est que
Le législateur fédéral a décidé il y a de nombreuses années que le déploiement des services communautaires, ça gagnerait à être orchestré par les gens sur le terrain, plutôt que de façon centrale à Ottawa. Puis là, dans cette foulée, le législateur fédéral a dit, on va permettre aux gens d'émettre des reçus pour fin d'impôt. On va leur donner un break fiscal, un retour d'impôt, quand ils vont contribuer au financement des organismes communautaires. Puis moi, je pense que c'est une bonne décision de faire ça. Moi, je pense que la réalité, que ce soit la réalité de l'insécurité, de la violence conjugale, que ce soit la situation, l'enjeu de l'insécurité alimentaire, que ce soit l'enjeu de l'itinérance, je pense pas que des solutions mur à mur d'un océan à l'autre, c'est ça qui va régler, qui va être porteur pour le futur. On n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui est nécessaire sur le terrain si on regarde ça. De façon trop large. Puis que les besoins sont différents, comme on disait, même à Montréal, entre différents quartiers, puis certaines dans différentes parties de quartiers. Clairement. Puis quand, je vous dis, quand on s'adresse à des nouveaux arrivants par opposition à ce qu'on appelait avant des Canadiens de souche, je ne sais pas si vous dites ça encore, vous autres, les jeunes, mais tout événement. À ça, on parle même plus de quartier, on parle de milieu de vie. Puis il y a un intérêt à ce que les solutions émergent du point de vue des milieux de vie, parce que les organismes communautaires sont capables de développer des solutions vraiment sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques. Fait que le downside de ça, ou l'inconvénient de ça, c'est qu'il y a un foisonnement, une éclosion, une multitude de petits organismes communautaires qui contribuent à leur façon. Puis c'est correct de même. Puis là, on peut pas dire au gouvernement ou à la ville, vous devriez tout financer ça, tout porter ça, parce que si c'était la ville qui le finançait à très haut niveau, là, ben là, la ville, compte tenu que c'est votre argent à vous comme payeuse de taxes, puis mon argent à moi comme payeur de taxes, on demanderait des comptes. Ouais. Puis là, on dirait, bon, on veut que ça soit de même. Puis pourquoi on tolère que dans telle bebelle, dans telle place, pour aller chercher de la bouffe, il faut qu'on donne notre rapport d'impôt puis nos relevés bancaires, alors que dans tel autre, ils ne posent pas de questions puis ils nous donnent de la bouffe quand on y va. Puis là, comme payeur de taxes, probablement qu'on dirait à nos élus, vous dépensez pas bien notre argent. Fait que là, c'est des packages. Hein? Moi, je dis toujours, la vie vient en package. Fait que le fait que ça soit porté par le monde communautaire, ben, ça a des avantages, puis ça a aussi des grands inconvénients. Des grands inconvénients, c'est que la plupart des organismes communautaires se plaignent qu'ils n'ont jamais assez d'argent. Bon, c'est compliqué. Ils ont la capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôt, ce qui est un bénéfice incroyable. Quand on va voir des grands donateurs, quand on fait un don de 20 $, c'est tel que tel, là, ça ne change pas bien gros notre retour d'impôt. Mais quand on fait un don de 200 000 ou de 500 000, ça fait une grosse différence sur le retour d'impôt. Fait que c'est un privilège incroyable que le législateur a donné aux organismes communautaires en favorisant cette façon-là de supporter financièrement le développement communautaire. Puis moi, je pense que c'est une bonne affaire. Mais ça a des inconvénients, ça a des contraintes pour nous. Puis quand vous dites qu'il y a une multitude d'organismes communautaires à Montréal, vous voyez ça comme si il y en avait trop? Est-ce que c'est la division du travail est efficace ou vous, vous avez une vision globale puisque vous travaillez justement avec ces organismes communautaires-là en collaboration avec eux? Comment est-ce que vous percevez ça? Comme je disais tantôt, la vie vient en package. Je pense que c'est une caractéristique inhérente au modèle. Hein, le monde communautaire, par définition, il est éclectique et souverain. Hein, vous avez été chanceuse dans la vie, vous avez accumulé une certaine richesse, puis vous décidez d'ouvrir une friperie dans votre quartier pour aider les gens, puis vous faites, c'est tout à votre honneur, puis c'est des beaux gestes, puis c'est fantastique, puis vous rendez du monde heureux. Puis votre voisine d'en face, elle décide ou votre voisin d'en face, lui, il décide qu'il fait la même affaire que vous parce que ça y tente, puis là, les bénéficiaires vont deux places, puis là, de l'extérieur, d'un point de vue organisationnel, parce que moi, je passais ma vie dans le privé, j'ai passé ma vie à faire de l'optimisation, ben, avec ce regard-là, on dit, ouais, c'est du dédoublement de service, c'est bête, ça coûte rien. Mais du point de vue de celui qui l'orchestre de service, c'est embêtant de lui faire des reproches. On a c'est mon exemple chouchou, là. On a à la Chine un organisme à qui on donne la nourriture et qui fait des dîners. Puis c'est des gens qu'on aime beaucoup, là, qui font des très belles choses. Ça a été fondé par quelqu'un qui avait des moyens financiers à un moment donné. Puis lui, sa façon de redonner à sa communauté, ça a été ça. Il a créé un organisme qui fait des dîners, puis il donne ça au monde de la Chine.
Puis à quelques portes de là, il y a un organisme qui est tout aussi beau, qui est tout aussi géré par des gens fantastiques, qui eux autres font des soupers. Puis là, quand je les visite, ou quand je les ai visités, quand j'ai eu l'occasion d'aller chez eux, je leur disais, c'est bête, hein, parce que vous faites la qualification de vos bénéficiaires, puis ton voisin, il fait la qualification des bénéficiaires, puis toi, tu fais tout un exercice de panier de Noël, puis probablement que ton voisin aussi, il doit faire toute une chose pour les paniers de Noël, puis fort est à parier que ton monde, ils vont aussi chercher un panier de Noël chez eux, lui. Puis là, c'est-tu correct dans un environnement où tout le monde n'en a pas des paniers de Noël? Puis là, il me disait, ouais, mais moi, je les connais, les gens qui viennent chez nous, à qui je donne des paniers de Noël. Je dis, c'est correct, mais ce que tu connais pas, c'est ce qu'ils vont chercher dans les autres organismes. Il disait, tu peux pas empêcher le monde de magasiner. Je dis, c'est pas ça qui est l'idée. Je dis, à mon sens, à moi, le fait que le réseau d'organismes communautaires ait une gouvernance aussi éclatée, où est-ce que tout le monde est souverain, tout le monde est indépendant, ça peut provoquer du dédoublement de services. Puis ça, c'est pas nécessairement optimal. Surtout dans un environnement où tout le monde court après l'argent. Absolument. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages dans le sens que tout le monde a des objectifs différents, puis ça donne certaines alternatives à certaines personnes qui, justement, en situation de précarité, tu as toujours un contexte différent, puis ça te permet d'aller chercher vraiment les ressources et les besoins que tu as à différents niveaux, malgré je peux pas te donner plus raison que ça. Tu as 100% raison. La qualité de ce défaut-là, c'est la variété de l'offre de service. C'est ça qui est l'immense qualité. C'est ça qui, à mon sens, c'est la richesse du réseau d'entraide alimentaire à Montréal. On a fait un répertoire de tous les organismes communautaires à Montréal qui font de l'aide alimentaire il y a quelques années. Là. On n'appelait pas ça un répertoire, on les a monitorés. On a trouvé près de 700 points de service alimentaire à Montréal. Je veux dire, c'est un enfant en bébite. Hein? Mais ils ont toute leur couleur, ils ont toute leur saveur, puis ils ont toute leur rang pour répondre aux besoins. Puis, à mon sens, ça, c'est une grande richesse parce que les gens... réalisant aussi que les besoins sont différents partout. Exactement. Puis en réalisant aussi que l'alimentaire... Il y a, sur les 300 organismes qui sont accrédités chez Moisson Montréal, de mémoire, il y en a le tiers dont la mission principale est d'offrir des services alimentaires. OK? Ça, c'est le tiers des organismes où est-ce qu'ils disent, nous autres, on est là pour vous donner une boîte de bouffe ou on est là pour vous donner un dîner ou un souper. Puis le 2/3 des organismes à qui on donne la nourriture, leur mission principale, c'est d'offrir des services aux individus, puis de façon périphérique, ils ont des services alimentaires. Fait que là, l'exemple facile, c'est par exemple une maison pour gens qui vivent de la violence conjugale. Bon, évidemment, la raison d'être de l'organisme, c'est de fournir un toit aux individus qui sont dans des situations difficiles ou dangereuses de façon conjugale ou à la maison, mais de façon périphérique, évidemment, il y a de la bouffe. Fait que souvent, la bouffe, c'est le premier effet ou c'est la première indication de la précarité de l'individu puis de sa vulnérabilité. C'est probablement, habituellement, souvent, c'est probablement la première affaire qu'on va voir puis qu'on va détecter. Puis c'est l'affaire qui est la plus facile à couper, la bouffe. C'est probablement moins dangereux pour un individu de sauter un repas que de sauter un paiement de son bail, de son logis, parce que les conséquences sont dramatiques. Puis, si je vous demande, mettons, de m'expliquer un peu c'est quoi votre relation avec les organismes de quartier, comment est-ce que vous avez entamé cette relation-là? Comment est-ce que vous entretenez cette relation-là avec eux, justement, vu que vous êtes un distributeur? OK. Ben, on les voit tous les semaines, les organismes, là, parce que les 300 organismes, là, la très vaste majorité d'eux autres viennent chez nous une fois ou deux par semaine pour chercher de la nourriture. Fait qu'on est dans une relation très... de service avec eux autres, on leur donne de la bouffe. Fait que ça, c'est la base. Il fut un temps où plusieurs de nos organismes nous craignaient. Puis ça, c'est pas très glorieux. Moi, quand je suis arrivé en fonction, là, j'étais allé voir Centraide, parce que Centraide, c'est un grand bailleur de fonds chez moi sur Montréal. Puis il y a quelqu'un là-bas qui m'avait dit vous avez un déficit associatif dans votre vie associative. Fait que j'avais demandé de m'expliquer en français c'est quoi que ça voulait dire. Là. Puis il m'avait juste fait un beau sourire. Il m'avait dit tu vas le réaliser par toi-même. Fait que là, j'avais fait un petit sourire comme vous. Là. OK, c'est intéressant. Puis en me promenant, en parlant de ça avec les gens en place, puis en se promenant avec les organismes, je me rappelle, je rentrais dans des organismes, puis ils disaient « Oh, le monsieur de Moisson! » Puis là, je me disais, s'ils disent ça comme ça, c'est parce qu'ils ne nous voient jamais. Parce qu'on est le fournisseur de services, mais ils ne nous voient jamais. Ils viennent chez nous, mais
mais on n'a pas de relation sur le fond avec eux autres. Puis plusieurs des organismes nous disaient, si vous arrêtiez de nous donner de la nourriture, on fermerait nos portes. Fait que ça, c'est pas nécessairement une bonne relation parce que ça montre tout le pouvoir ou tout le risque qu'on représentait pour ces organismes. Une dépendance. Une dépendance épouvantable. Puis c'est un peu ça, le trade-off. C'est comme au niveau organisationnel, quand tu décides que tu vas te départir de tes employés d'informatique, puis tu vas donner ça en sous-traitance, ben tu deviens dépendant de ton sous-traitant parce que tu n'as plus la capacité à l'interne de faire la job. Fait que c'est le même genre de bebelle. Quand les organismes nous ont donné le privilège de faire de la sollicitation de denrées en leur nom, ben ils ont un petit peu perdu cette capacité-là d'aller chercher des denrées en très grand volume. Fait qu'on avait une relation qui n'était pas optimale, puis on s'y est attaqué. Je vous dirais assez sérieusement avec l'équipe en place. Puis depuis 3-4 ans facilement, là, sinon presque 5 ans, on fait vivre des séances de co-développement avec nos organismes communautaires. Fait que 2 fois par année, tout le monde est convié pour des séances de co-développement sur des enjeux qui nous sont propres, sur le déploiement du service à Moisson Montréal. Fait que là, ça peut être des affaires bêtes comme à un moment donné. Vous savez, l'alimentaire, là, c'est très particulier, puis c'est très personnel. Vous pouvez décider que vous êtes végétarienne ou végétalienne, ou vous pouvez décider que ce qui vous rend le plus heureuse dans la vie, c'est du bœuf puis du porc. Mais c'est votre décision à vous, puis à mon sens, à moi, ça vous appartient juste à vous. Puis vous pouvez trouver que des petites fèves, vous aimez ça ou vous aimez pas ça, mais c'est votre décision, puis c'est ça, puis ça finit là. Puis on a, au fil du temps, on est toujours soumis, puis il y a beaucoup de dogmes aussi en alimentaire. Puis au fil du temps, on avait des organismes qui disaient vous ne devriez pas donner de nourriture ultra transformée, comme des pizzas pochettes, puis des affaires de même. Là, on disait ouais, mais là, c'est embêtant. Fait qu'à un moment donné, dans une des séances de co-développement avec les organismes, on a mis ça devant eux autres. On dit, regardez, on a fait le tour de la paroisse, là, puis Vancouver avait adopté, le Greater Vancouver Food Bank avait adopté cette approche-là depuis quelques années, où est-ce qu'il avait dit les dons de nourriture, des dons alimentaires, de nourriture ultra transformée, on les décline. On les refuse, purement et simplement. Les gens aiment mieux rien manger que de manger des pizzas pochettes. Mettons que je prendrais ça comme expérience, ou du macaroni au fromage. Puis là, on dit aux organismes, souhaiteriez-vous qu'on arrête de faire ça, puis qu'on vous donne juste des produits frais, puis des fruits et légumes, puis des choses comme ça. Fait que là, il y en a, évidemment, ceux qui sont végétariens et compagnie, ils disaient, oh, oui, ce serait le Saint Graal. Puis il y en a d'autres qui disaient, non, non, arrêtez ça 2 minutes. Là, je me rappelle, il y avait un refuge, un des grands refuges au centre-ville, qui disait, nous autres, le mercredi soir, c'est le soir des chips. Le mercredi soir, on donne un petit bol de chips aux itinérants qui sont chez nous, puis c'est le party, c'est la soirée des chips. Puis il dit, ça coûte rien pour mettre un sourire dans le visage de tout ce monde-là. On les nourrit pas aux chips. Le mercredi soir, c'est la petite gâterie. Il dit, arrêtez pas de nous en donner si vous êtes capable d'en avoir, parce que ça vaut de l'or. Puis, qui sommes-nous pour juger de la pertinence d'une telle action? Il faut réaliser le rôle qu'ont ces organismes communautaires-là, puis dans le fond, que s'impliquer, finalement, de ce que je comprends, s'impliquer peut avoir un effet bénéfique, puis peut finir par aider les gens à s'impliquer dans son quartier puis dans son milieu. Ça permet de s'entraider puis de se créer un milieu de vie plus agréable pour tous. Et tantôt, vous disiez que finalement, en aidant les gens à se nourrir, puis en aidant les gens à avoir accès à de la nourriture, ça nous permet d'avoir tous et toutes un milieu de vie plus sain, plus agréable. Mais finalement, c'est ça aussi, c'est que de s'impliquer dans son milieu de vie, puis de porter attention, d'aller voter, de s'impliquer, fait en sorte qu'on améliore le milieu de vie pour tous et toutes qui y habitent. Oui, mais j'aurais le goût de vous dire que je pense que la Ville supporte ces réseaux communautaires. Je pense que la Ville en finance un sacré lot d'organismes communautaires. Je pense que la Ville passe des locaux, puis les commissions scolaires passent des locaux à toute une pléiade d'organismes communautaires. Je pense qu'ils en ont un support. Le support n'est peut-être pas à la hauteur des attentes des individus, ça se peut, mais il y en a un engagement de faire vivre ça. Il y a tout dans l'organisme, dans l'organe municipal, là, la Ville, chez les fonctionnaires, il y a tout un volet là, sur le développement social où ça, je pense que ça s'appelle plus de même, je pense que ça s'appelle inclusion à cette heure, là, ça a changé de nom, mais
il y en a un engagement qui est réel, puis c'est des gens compétents puis connaissants qui sont là. Ça va peut-être passer vite. Moi, je pense que c'est pas aux organismes communautaires à favoriser la vie politique citoyenne. Puis une des raisons étant que la ville est un de nos bailleurs de fonds. Puis là, à cause de ça, on est tous apolitiques. Là. On ne peut pas se permettre de favoriser un plutôt que l'autre parce qu'on va perdre nos financements. Il y a une délicatesse. Là. Nous autres, on a plusieurs organismes, il y a plusieurs fondations qui nous financent ou corporations qui nous financent, qui nous disent on vous a choisi parce que vous ne faites pas de plaidoirie publique. On vous a choisi parce que la cause est transversale, la faim, c'est une cause qui est très transversale, ça n'a pas de genre, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de langue, c'est très, 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 très transversal, ça n'a pas d'âge. Puis on trouve que comme organisme, on ne vous retrouve pas dans l'espace public à défendre les droits de tout un chacun. Puis on dit, soyez en crainte, on ne sera pas là parce que ce n'est pas notre mission, puis on est bien scrupuleux d'être bien assis sur notre mission, qui est de fournir une alimentation optimale aux organismes de quartier. On est dans une mission logistique, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Puis les organismes, eux autres, ils font de quoi de bien plus grandiose que nous autres. Eux autres, ils combattent la pauvreté, eux autres, ils combattent l'insécurité alimentaire, eux autres travaillent pour la réussite scolaire, eux autres travaillent pour... Mais vous cherchez des fonds pour fournir ces organismes communautaires. Nous autres, on veut être un bras financier pour les organismes communautaires qui, eux autres, sont la perle dans cette équation-là. C'est eux autres qui changent, je l'ai dit tantôt, qui changent la vie des individus. Les individus qui ont faim, là, les personnes âgées, là, vous savez, le visage de la faim a bien changé à Montréal, là, sur 20 ans, sur 30 ans. Là. Si avant, la très vaste majorité des gens qui allaient dans les comptoirs alimentaires, c'était les gens qui étaient sur... comment on appelle ça? L'assistance sociale, là, je ne sais pas si ça s'appelle de même encore de même aujourd'hui. L'aide sociale. L'aide sociale, bon. C'est de moins en moins ça. C'est évidemment encore un groupe prépondérant, majoritaire, qui sont ces gens-là, mais il y a de plus en plus d'étudiants qui ont des prêts et bourses qui sont insuffisants. Puis s'ils veulent réussir leur cursus scolaire, à un moment donné, ils ont besoin de manger. Puis il y a aussi de plus en plus, évidemment, des familles monoparentales, là, je présume que je n'ai même pas besoin de le dire. That's a no-brainer, il y en a une peu un autre. Puis il y a aussi toute une clientèle de personnes âgées qui ont arrêté de travailler puis qui ont des revenus de retraite qui sont insuffisants. Là, ça, c'est d'une tristesse consommée, là, parce que à 72 ans, tu ne te refais pas financièrement. Il est trop tard, les dés sont jetés. On peut parler des femmes aussi, là, ces femmes qui n'ont pas travaillé, qui perdent leur mari, par exemple, qui, lui, travaillait. Elles n'ont pas, par exemple, de... Cette habileté-là. Ils n'ont pas de revenus nécessairement du gouvernement parce qu'elles ne gagnaient pas d'argent. Donc, il y a tout un espèce de débat aussi par rapport à la condition de la femme. Ouais. Oui. Oui, fait que quand on regarde, on appelle ça, nous autres, le visage de la faim dans notre petit jargon, là, quand le profil socio-démographique des gens qui vont dans le comptoir alimentaire, c'est très, très large. Puis, il faut être bien malin pour les juger d'un coup, parce que c'est vraiment pas une clientèle, c'est, entre guillemets, uniforme. C'est vraiment très, très varié. Puis, ce que les organismes communautaires de quartier nous disent, c'est que la vaste majorité du monde, ils disent la problématique de la faim, c'est habituellement, puis c'est corroboré par les gens de la santé publique, la problématique de la faim, c'est habituellement une problématique transitoire. Les gens, à un moment donné, ils sont désorganisés, ils sont déstructurés, le couple vient d'éclater, tu te ramasses avec 2 hypothèques au lieu d'une, tout le monde, tu sais, le diable par la queue. Puis là, pendant un certain bout de temps, tu es obligé d'aller au comptoir alimentaire, puis là, à un moment donné, le monde, ils se reprennent en main parce qu'on est comme ça, les humains, on est destinés comme ça, on est empreint d'une certaine résilience, là, puis on s'organise, puis on dit, bon, ben là, on va faire ce qu'il faut faire, puis on va sortir de ça. Mais le temps qu'ils vont au comptoir alimentaire, c'est pas drôle. On parle beaucoup de pauvreté, de problèmes momentanés ou de situations défavorisées, de précarité, puis... en fait, on comprend qu'il y a beaucoup de préjugés, en fait, sur ces situations-là, sur ces personnes-là qui vivent ces situations-là, parce que des fois, c'est difficile de comprendre quand on vit pas quelque chose. Vous, étant plus plongé dans cette réalité-là depuis que vous travaillez à Montréal, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes qui sont pleines de préjugés? Ben, moi, je dirais que de s'approcher de la chose, ça permet d'en avoir une lecture plus claire. Moi, je ne demande pas au monde
de croire ce que je leur dis. Je leur dis, allez voir. Allez voir de vos propres yeux, puis ça va enrichir votre perception de la chose. Mhm. Puis peut-être que ça vous amènera à aller faire un peu de bénévolat dans l'organisme de quartier, puis de voir qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent avec pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de ressources. Il y a le... Tu sais, avant, là, au Québec, là, tout le monde se ramassait sur le parvis de l'église le dimanche matin, puis c'est comme ça, c'est de là qu'on vient. C'est là que ça se passait, puis c'est là que l'esprit de la communauté se vivait. Mhm. Ou à taverne le jeudi soir. Là. Mais à l'église, la crowd est encore plus large. Mhm. Puis à cette heure, ça se vit beaucoup dans les organismes communautaires. C'est un volet. Moi, je regarde, on est chanceux, là. On a besoin de beaucoup de bénévoles chez Moisson Montréal pour opérer. Puis tout au long de la pandémie, on n'a pas manqué de bénévoles. Notamment parce que la Ville de Montréal ont été vraiment sharp. Puis ils nous ont aidés dès le début. Puis nos bénévoles réguliers, dès que la santé publique l'a permis, on a toute une pléiade de bénévoles réguliers qui sont des jeunes retraités, qui ont entre, je sais pas moi, 50 ans, puis je pense que c'est 82, 84, la plus vieille, là. Puis ils viennent une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Puis c'est toute une gang de chums. Parce que ça fait 10 ans qu'ils viennent faire du bénévolat chez Moisson Montréal, 1 ou 2 journées par semaine. Puis ils font ça pour rompre l'isolement social. Ils font ça pour demeurer actifs puis demeurer en santé. Ils font ça parce qu'ils ont du fun. Puis ils font ça parce qu'ils comprennent bien que ça change la vie d'un paquet de monde. Fait que moi, ce que j'ai le goût à dire au monde qui pense que c'est la 8e plaie d'Égypte, là, la pauvreté et les organismes communautaires, je dis, il y a un intérêt à s'y approcher, puis à mieux comprendre, puis à voir tout ce qui est fait. Parce qu'il y a des grandes sources de bonheur à y trouver. Enfin. Ben, merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre écoute.